du groupe Toto Africa, qui est le 10e et dernier titre de leur 4e album studio, Toto 4, sorti en 1982. Et c'est David Page et Duff Porcaro qui ont écrit et composé ce titre que nous avons passé pour une raison très simple, c'est que nous allons parler de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, avec notre invité, M. Chedly Bouderbella. Bonsoir, M. Chedly. Bonsoir, Mondor, et merci pour ton invitation. Bienvenue au studio 10 de RTCI. Vous êtes installé depuis à peu près une dizaine d'années dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina Faso, et tout particulièrement dans la ville de Ouagadougou, qui est la capitale. Et vous êtes dans le secteur sanitaire, et particulièrement les évacuations sanitaires. Et votre présence est là pour nous édifier sur ce marché au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ses défis, ses contraintes, et puis avec certaines recommandations de votre part s'agissant de quelqu'un qui a entrepris cette aventure il y a déjà quelque temps et qui connaît malheureusement certaines difficultés par rapport à d'autres pays qui sont en train d'aller vers le même secteur et même de nous dépasser largement à cause de paramètres que vous allez nous expliquer. Alors, le thème de votre intervention chez Chedly Bouderbella est un plaidoyer pour une stratégie nationale renforcée des évacuations sanitaires en Afrique de l'Ouest et que vous estimez que la Tunisie est en danger de marginalisation en Afrique de l'Ouest. C'est un terme quand même assez fort, hein, un danger de marginalisation. Tout d'abord, pour ceux qui vous ne connaissent pas, qui est Chedly Bouderbella? Chedly Bouderbella, bon, je suis un Tunisien qui est installé depuis le début de l'année 2016 au Burkina Faso. J'opère dans le domaine des évacuations sanitaires, c'est-à-dire j'organise tous les séjours de soins pour les patients burkinabés au début qui veulent aller se soigner et en dehors du Burkina. J'avais choisi de partir exclusivement vers la Tunisie parce qu'il y a la note patriotique. On est obligé de maîtriser le pays là où on opère. Donc je maîtrise mon pays, je maîtrise la technicité de mon pays. Nous avons des compétences de taille en Tunisie qui peuvent gérer tout type de pathologie. Nous sommes un pays accueillant. De par toute l'histoire de la Tunisie, et il n'y a aucune raison pour que l'on n'aille pas, qu'on ne vienne pas ici en Tunisie. Donc j'opère depuis 2016 à partir du Burkina Faso et du Niger et un peu du Tchad aussi. D'accord, des pays qui sont un peu limitrophes. Voilà. Chedly Bouderbella, au temps de Bourguiba, la diplomatie africaine fonctionnait à fond, elle était très dynamique. Qu'en est-il maintenant réellement ? Si nous existons aujourd'hui en Afrique, il faut avouer une chose, c'est nous existons grâce à ce capital sympathie qui a été créé par le leader Habib Bourguiba, paix à son âme. Et malheureusement qu'on est en train de grignoter, parce que depuis le départ de Bourguiba, nous ne ressentons pas un certain intérêt politique, pragmatique, pour aller au-devant de l'Afrique. Le monde entier aujourd'hui se concentre vers l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique qui est l'avenir. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que pour nous, l'Afrique, c'est le passé. La locomotive est partie. Est en panne. Est en panne. Et il y a des gens enfin des pays qui sont nos compétiteurs, ils nous ont dépassés. C'est le Maroc pour ne pas le citer, entre autres. Oui, le Maroc, c'est techniquement, on va dire quelque part qu'il ne nous vaut pas en termes techniques, mais c'est un pays qui sait très bien se vendre. Oui. Qui sait très bien se vendre. Il a cette qualité, en tout cas. Voilà, il a la qualité de bien savoir se vendre. Alors, l'évacuation sanitaire, elle consiste en quoi chez les Bouderbella, effectivement? Alors, elle consiste à prendre en charge un patient depuis son départ de son pays natal
Alors, le départ, c'est à partir de son domicile ou à partir d'une clinique ou à partir d'un hôpital ou comment ça se fait? Au fait, nous recevons le dossier médical. Notre bureau à Ouaga consiste au recrutement du patient. Donc, de par nos relations avec les institutions de santé, que ce soit les hôpitaux publics ou bien les cliniques ou bien aussi les médecins évacuateurs, donc nous recevons le dossier médical, nous le transmettons à Tunis. Là, on a toute une plateforme de gestion médicale. Et là, nous commençons par choisir le meilleur praticien qui puisse prendre en charge ce patient. Donc, et c'est ce praticien qui va être choisi, c'est à lui de choisir le meilleur plateau technique qui puisse être adéquat pour cette pathologie. Donc on revient après toute cette analyse, soit au patient ou bien à la famille, avec un rapport médico-financier, pour dire, voilà, d'après ce qu'on a reçu comme information, le patient souffre de telle maladie, il va être pris en charge par tel staff technique dans tel plateau technique, ça va prendre tel nombre de jours, ça va coûter tant. Donc, une fois nous confirmons, tous les règlements se font à Ouaga et nous commençons l'évacuation à partir de Ouaga jusqu'à Ouaga, donc jusqu'au retour à Ouaga. Jusqu'au point de départ. Jusqu'au point de départ. Et sans être comment dirais-je, dans le secret des dieux, combien de personnes accueillez-vous par mois chez Dli Bouderbel, en moyenne? On accueille, bon, je parle des 3 premières années de départ. On faisait à peu près... Qui étaient les plus riches? Les plus riches. Notre part de marché était aux alentours de 15 patients semaine. Bien sûr, on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a des évacuateurs tunisiens qui ont des correspondants sur place, qui ont des accords préalables. Qui signés, c'est ça. Voilà, que ce soit avec l'État ou bien avec les institutions privées. Donc, on avait une part d'une trentaine semaine. Aujourd'hui, avec la dégradation de ce métier-là... c'est pas le métier qui s'est dégradé, mais c'est l'environnement. En fait. C'est l'environnement, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. On va y revenir, oui. Voilà, avec la dégradation de l'environnement, on n'arrive pas à avoir aujourd'hui 2 à 3 par semaine. 1, 2, 3 par semaine. C'est une véritable dégringolade. Oui. Et alors, chez Dli Bouderbel, pourquoi est-on arrivé à cette situation? Quels sont réellement les freins? Les freins, d'ailleurs, ça peut être au niveau de la législation, ça peut être au niveau de la logistique. Quelle sorte de freins ou d'obstacles êtes-vous en train de vivre et qui sont en train comment dirais-je, de faire baisser votre chiffre d'affaires et votre boulot? Je fais partie de quelques privés qui ont été expatriés en Afrique et qui se sont installés sur place par leurs propres moyens. Mais cela n'empêche qu'on ne peut pas travailler seul si on n'a pas une infrastructure ou bien une certaine infrastructure qui repose sur l'environnement diplomatique. Il faut en premier lieu. Donc, ça serait très bien que si on est accompagné par une diplomatie africaine dédiée à l'Afrique. Mais je pense qu'il a déjà un ambassadeur le tunisien là-bas, ou non? Oui, il ne suffit pas d'avoir un ambassadeur. On a besoin d'une diplomatie. Une diplomatie qui est dédiée vers l'Afrique. D'accord? Deuxièmement, une législation monétaire qui puisse être adaptée, mais qui ne constitue pas aujourd'hui un frein. On a une législation monétaire qui est complètement inadaptée à n'importe quelle activité. Vous visez le code d'échange. Hein. Le code d'échange, oui. Et en troisième lieu, mais si ce n'est... Le code d'échange, c'est vrai, là, juste une parenthèse chez Dli Bouderbel, c'est un code qui revient à l'année 1976. Voilà. Il n'y avait pas de crypto-monnaie, de fintech, il n'y avait pas de virement électronique, et pourtant on continue à être géré par ce texte-là.
Et nous attendons une refonte, pour ne pas dire une modification quasiment totale de ce code de change qui n'est plus adapté au modèle économique que nous vivons. Et là, on est en train de nous dire qu'il y a un projet qui est en train d'être étudié, mais ça fait, je ne sais pas combien, 3, 4, 5 ans. Et entre-temps, nous sommes en train de rater des opportunités, de connaître des échecs en termes de réalisation de projets et d'affaires. Le troisième frein qui devrait en être... Alors, cela consiste en quoi, évidemment, au niveau du code d'échange? Quels sont les obstacles? C'est la procédure, c'est la procédure, la bureaucratie. Vraiment, le jour où on doit transférer de l'argent en Tunisie, c'est un calvaire. C'est un calvaire, parce qu'on est soumis à de multiples questionnaires, à l'origine des fonds, à tout ce que vous voulez. Et ça, même si on nous donne la procédure à faire, on suit la même procédure et on retombe dans le même travers, dans le même souci. Entre-temps, on est obligé de financer de nos propres fonds parce que entre-temps, c'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Et entre-temps, le malade arrive en Tunisie, il est soigné, il rentre chez lui et rien n'a été malheureusement fait. Si je me permets de revenir vers les obstacles. Le troisième obstacle qui devrait être le premier, parce que c'est un obstacle qui est très 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 important, qui est l'affrètement aérien. Il est fondamental. Fondamental, l'affrètement aérien. Oui. 2016, 2017, 2018, on avait 3 vols réguliers à partir de Tunis vers Ouaga, que ce soit Tunis, Niamey, Ouaga, ou bien Tunis, Abidjan, Ouaga, mais on passait par Ouaga. Aujourd'hui, on a un seul vol de dimanche, et encore, qui risque d'être annulé à tout moment. Donc, on n'est même pas sûr d'avoir un vol par semaine. On n'est pas sûr d'avoir un vol par semaine, et en plus, pour un passager régulier et normal, il est obligé de prendre la rame pour faire Ouaga, Casa, Tunis. Les Marocains sont très intelligents, donc quand on demande une assistance médicale vers la Tunisie, ils nous disent non, on ne peut vous offrir que jusqu'à Casa seulement, mais Casa, Tunis, on ne peut pas le faire. Donc c'est une façon de virer l'activité vers le Maroc. Une sorte de détournement à la régulière, parce que quand la nature a horreur du vide et quand il n'y a pas la logistique qu'il faut, eh bien évidemment, là, on doit chercher autre chose. Là, vraiment, c'est un gros problème parce que vous connaissez la situation de Tunisair et ce n'est pas prêt à être réglé dans les semaines qui viennent. Donc là. Mais il faut y réfléchir parce que nous sommes en train de perdre des marchés et cela, c'est tout à fait désolant. Alors, je pense que vos réponses là sont peut-être une manière de trouver les recommandations ou d'assurer les recommandations, puisque ça a tout l'effet de voir qu'il faudrait donc corriger ce qui ne marche pas. Moi, je fais un appel c'est pas un appel de détresse, mais un plaidoyer. Un plaidoyer. Un plaidoyer. Déjà, aujourd'hui, j'avais déposé un courrier de plaidoyer destiné à son Excellence, Monsieur le Président de la République, oui. Pour sensibiliser de la situation aujourd'hui. Je ne vais pas parler pour moi-même, parce que moi, mon avenir est déjà derrière moi. Donc, je parle pour les générations à venir. Pour les générations à venir, je dirais que ça serait bien de gérer le business de ce pays, pas en politicien, mais en businessman, en general manager.
avoir des gens qui sont conscients que le business est là-bas, il faut aller le prendre. Écouter les gens du terrain. C'est très important. Écouter les gens du terrain qui s'adaptent au terrain, qui sont imprégnés de la culture locale et qui savent quelles sont les contraintes et les avantages du terrain. Donc il faut les écouter. Ce qui n'est pas le cas. Là. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, ça fait des années que nous entendons, voilà, on va faire ça, nous pensons faire ça, nous estimons faire ça. Non, maintenant, nous devrons agir et l'heure est grave. C'est pourquoi je lance un appel patriotique aux premiers décideurs de l'État pour qu'il y ait une attention particulière pour les générations à venir. On ne peut pas jusqu'à maintenant être collé à l'Occident pour pénétrer en Afrique. Alors que l'Afrique, c'est notre continent. C'est notre continent. Et la Tunisie a donné son nom à l'Afrique. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut s'assouplir, même s'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui, travailler sur le moyen et long terme. Voilà, aujourd'hui, le 2 avril, nous n'avons pas d'outils qui peuvent nous aider. On assouplit ce qu'il y a. Tout simplement. Oui. Mais alors, chez les Bouddha-Rebbe, nous entendons parler d'associations qui sont sur l'Afrique, qui organisent des salons, qui font des conférences. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis, en toute objectivité? Bon, je préfère m'abstenir sur ce sujet, mais je dirais autre chose. Votre droit. Oui, je dirais autre chose. Si c'était moi, je n'organiserais rien. Ah bon, carrément? Ah non, je n'organise rien tant que je n'ai pas les outils nécessaires. C'est quoi les outils Quelle serait nécessaires? ma crédibilité aujourd'hui, demain? Parce que si j'organise aujourd'hui des salons, des rencontres, et je ne peux pas arriver au marché... Sans pouvoir accéder au marché. Sans pouvoir accéder au marché, ça reste un peu une sorte de comment dirais-je, Voilà, donc... de présentoir, c'est tout. Voilà, donc je pense que ça c'est mon avis personnel. Hein. Tout à fait, bien sûr. Alors, à part là, ce renforcement de la diplomatie africaine, il y a, je pense, aussi cette histoire du code de change. Oui. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Concrètement, il n'y a rien de nouveau. Donc, il faudrait mieux, je pense, assouplir ce qu'il y a. Assouplir ce qu'il y a. Ne pas donner l'impression à quelqu'un, par exemple, qui transfère des fonds pour une certaine activité qui fait du blanchiment. Ah, là vous soulevez le problème un peu de la confiance en termes de de relations. Voilà, c'est très important. Le terme confiance est très important. Bah, c'est la base en termes de commerce. Hein, oui, en matière de sûr. commerce, c'est oui. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'échange. Voilà, donc nous ressentons cette... Est-ce que vous subissez chez les Bouddha-Rebbe ce genre de suspicion, entre guillemets? Quelquefois, oui. Oui, quelquefois, oui. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un autre frein au développement de vos activités. Et puis, le troisième et le dernier, et ce dernier frein, enfin, on a essayé de limiter, puisqu'il doit y en avoir d'autres, hein, c'est le fait de développer les moyens logistiques, n'est-ce pas? Ça, c'est primordial, parce que sans moyens logistiques, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que votre activité est vraiment en péril chez les Bouddha-Rebbe, si vraiment cela continue sur ce rythme-là? C'est une activité qui tend à disparaître. Carrément. Carrément disparaître. Si on n'arrive pas à ramener le patient en Tunisie, où est-ce qu'il va se soigner? Il ira autre part. Il ira autre part. Mais si par exemple, je me permets de passer du coq à l'âne, hein, le citron tunisien est arrivé à être vendu au Burkina Faso à l'équivalent de 30 dinars le kilo. 30 dinars. 30 dinars le kilo. Pourquoi? Parce que c'est pour le problème logistique. Parce qu'il subit, il est
dans le piège du commerce triangulaire. Il est importé de la Tunisie vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Et il ne passe pas directement de la Tunisie vers l'Afrique de l'Ouest. Pas totalement. Pas totalement. Et donc c'est normal qu'on ne peut pas être compétitif avec cette structure de coûts. En fait, c'est tout un chantier. Hein. C'est pas, ce n'est pas un seul produit, c'est tout un chantier. C'est tout un chantier. Lorsque vous partez dans un pays là où vous lisez ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine. Coopération africaine. De la coopération africaine. Donc, on a besoin de cette volonté et de ce pragmatisme pour y arriver. Tout simplement. C'est clair. Je vous laisse le mot de la fin, Chedly Bouderbella. Malgré tout, je pense qu'on doit être assez positif, malgré tout, hein, parce que c'est comment dirais-je, une qualité principale chez l'entrepreneur. Celui qui risque, celui qui hasarde et celui qui, généralement, s'en tire. Je suis un Tunisien, je suis patriote. Ça serait faux de mettre en cause la compétence tunisienne. Nous avons une richesse et un trésor inestimable en compétences. Ça c'est clair, en tout cas, puisqu'on exporte quasiment toutes nos compétences, ou la plupart. Voilà, donc aujourd'hui on a besoin de regarder ensemble, de s'écouter et de prendre des décisions rapides. Même s'il y a des décisions qui font mal, mais il faut les prendre pour faire aboutir notre savoir-faire. Sinon, ça serait quelque chose de très difficile. Il y a des gens qui ont tout ça et qui peuvent nous dépasser. Si ce n'est, ils l'ont déjà fait. Qui nous ont déjà dépassés. Donc, on a besoin de gérer notre diplomatie en general manager, pas en diplomate. On doit faire du business aujourd'hui. On doit arriver en Afrique avec du business, mais pas avec de la diplomatie. Avec de la politique, du business. Oui, de la diplomatie certainement. Oui. Voilà. Chedly Bouderbella, chef d'entreprise installé au Burkina Faso depuis une dizaine d'années, nous a parlé des difficultés qu'il est en train de trouver dans son secteur, parlant des évacuations sanitaires en Afrique de l'Ouest, et les recommandations qu'il a bien voulu nous faire partager. Merci beaucoup, Chedly Bouderbella. Merci. Et puis j'espère qu'on trouvera des solutions, même sur le moyen et le long terme. Et l'essentiel, c'est de tenir compte de toutes ces remarques et ces observations d'hommes sur le terrain. C'est vachement important et c'est en tout cas pour le bien de notre pays. J'espère qu'on se reverra très bientôt, si ce n'est trop bientôt. Voilà, merci. Pour applaudir. Voilà, Kool and the Gang, est-ce que ça vous dit quelque chose? Let's Groove Tonight. Let's Groove Tonight, bah oui. Tonight, enfin, c'est pas Let's Groove, c'est Let's Groove, c'est plutôt Tonight. Kool and the Gang à 18h38. C'est le 120 minutes sur RTCI.